pour commencer, d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui sont là, c'est formidable. Et pour commencer, je voudrais que tu te présentes un peu, que tu nous parles de ta vie, de ton parcours, mais très brièvement. Et après, on parlera en détail de ton travail. Oui, avec plaisir. Euh, Bonjour, merci beaucoup. Dois remercier d'abord Sylvie et Maya de m'avoir invité à participer à cette présentation parce que c'est un vrai honneur et ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver et ne le savent pas, je suis dans la ville de Chicago en ce moment. Je vous expliquerai dans un petit moment pourquoi. Je suis une artiste franco-péruvienne. Euh, je, je, je dis toujours que je suis franco-péruvienne parce que j'ai vraiment passé mes années formatrices au Pérou comme en France exactement la même quantité d'années, avec les deux cultures qui avançaient en même temps. Quand je finissais mes études secondaires au Pérou, ma famille et moi avons décidé de déménager en France pour que ma sœur et moi puissions faire nos études, car le Pérou, il faut payer très très cher pour aller à l'université, dans les grandes écoles. Donc, on a décidé d'aller en France. Moi, à l'intérieur, j'avais très envie, je sentais qu'il fallait que j'aille aux Beaux-Arts de Paris, sans savoir forcément ou avoir un besoin de devenir artiste. C'était juste, je sentais quelque chose de très important. Je sentais que c'était là-bas que j'allais trouver quelque chose de très important. Et quelques années plus tard, j'ai réussi à entrer. Je faisais partie de l'atelier de Giuseppe Pennon, et qui m'a très gentiment accepté dans son atelier parce il m'a dit j'apprécie l'identité de ton travail, tu peux t'installer dans mon atelier. Et c'était une nuit dans laquelle il n'y avait pas une queue énorme qui attendait dehors pour lui parler et on s'est rencontrés par hasard et c'était parfait. Donc pendant mes études aux Beaux-Arts, une nuit, pendant il me semble que c'était pendant ma troisième année, au début de ma troisième année, j'ai rencontré un jeune homme dont je suis tombée éperdument amoureuse, qui parlait anglais et qui habitait de l'autre côté de l'océan, pas loin de Chicago. Donc, on peut se présenter pour des échanges, pour des échanges scolaires avec d'autres écoles dans le monde, aux Beaux-Arts de Paris, pendant notre troisième année. Et je me suis présentée pour aller au School of the Art Institute, qui est pas loin d'ici, à Chicago. Et j'ai réussi cet échange. J'ai gagné une bourse d'un semestre pour aller dans cette école. Je ne savais pas à cette époque-là, complètement aveuglée par l'amour, c'était pas le plus important, mais c'était une des plus grandes écoles au fait d'art d'ici aux États-Unis. Et on se retrouve encore une fois, cet amoureux et moi. Je rentre quelque temps sur Paris, on reste ensemble. Et juste avant la fin de mes études, il me demande d'acheter avec moi une église abandonnée qui a exactement l'âge de la Tour Eiffel. Donc, elle a plus de 100 ans. Et une église abandonnée dans cette ville qui est pas loin de Chicago. C'est pas Chicago, c'est en plein cœur de l'Illinois. Elle était sublime. Elle est très grande et sublime et magnifique. Il m'a proposé qu'on y habite à l'intérieur pour que je puisse faire de l'art. Au début, c'était pour qu'il puisse organiser des fêtes et que je puisse faire des installations monumentales. Et après, c'est devenu un grand projet. On a créé une organisation à but non lucratif et on a essayé de créer un centre culturel international. Après 10 ans de travail et beaucoup d'études architecturales, on nous a donné le coût de restauration du bâtiment serait plus de 3 millions de dollars. Et notre organisation ne peut pas travailler autant pour réussir ces chiffres-là. Donc, le bâtiment n'appartient plus à notre organisation. On continue des projets culturels avec la ville, mais de façon un peu plus détachée. Et maintenant, on a déménagé à Chicago il y a 6 mois. Maintenant, je suis tout près de l'aéroport et plus près du monde, plus près de Paris. Et en ce moment, très bon marché pour aller sur Paris si je pouvais. Donc, j'habite à Chicago que depuis 6 mois. Je suis pas loin du centre-ville, ce qui est très, très beau. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que il y a, comme tout est fermé en ce moment, je peux passer beaucoup de temps dans mon atelier et c'est assez incroyable. Les espaces ici sont très grands. Donc, en finissant mes études aux Beaux-Arts, l'achat de cette église s'est fait juste avant ma cinquième année, juste avant de finir les Beaux-Arts. Je finis les Beaux-Arts et avec une pièce qui est la première qu'on va partager d'ici un Oui, moment. Et on y va. Hein. oui, oui, oui. Je vais partager l'écran. C'est comme j'ai été sélectionnée comme une des artistes félicitées, j'ai pu exposer au musée des Beaux-Arts avec deux pièces et une de ces deux pièces est celle-ci. C'était ma dernière pièce en finissant les Beaux-Arts et c'est grâce à cette pièce que j'ai rencontré, plutôt que Maya m'a rencontré moi. Et 10 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. et, et
comme pendant l'université, c'est cette pièce qui m'a permis d'entrer dans, je suis sûre, c'est cette pièce qui m'a permis d'entrer dans ces artistes sélectionnés pour cette exposition. Sur tout un mur, il y a des petites étagères en verre qui ne font pas plus de 10 cm d'épaisseur, de long. Profondeur, merci beaucoup, de profondeur, dans laquelle il y a des centaines de petits sacs plastiques. À l'intérieur de tous ces sacs, il y a des matières différentes qui sont des objets détruits. Donc ici, sur l'image de gauche, vous voyez une photographie. Cette photographie est toujours installée pas loin de tout ce mur. Ce sont tous les meubles et les éléments qui sont dans cette photographie qui ont été détruits en petits morceaux, découpés, déchiquetés, détruits et transformés et mis dans des sacs plastiques. Est-ce qu'on peut revenir sur la photo d'avant juste un petit moment? Parce que il y avait un peu cette notion de renouvellement. L'objet était détruit et organisé par matière et par couleur. J'étais assez surprise comme mon coussin, quand je l'ai ouvert, était vert, la mousse était verte à l'intérieur et non pas blanche. J'aurais préféré que la matière soit un peu plus simple d'une certaine façon pour déchiffrer la pièce peut-être un peu plus rapidement, on va dire, mais bon, elle rendait plus, elle apportait plus de couleurs à l'ensemble. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ça ressemblait beaucoup de la nourriture ou des épices quand on s'approchait de la pièce. Et elle évoquait à beaucoup de gens, comme à moi-même, un sentiment très appétissant ou une sorte de curiosité sensible qui a éveillé la sensibilité de beaucoup de personnes. Et cette pièce m'a offert, moi, la possibilité de découvrir un procédé qui était déjà dans ma pratique, mais qui a commencé à intégrer de plus en plus les pièces qui ont suivi celle-ci. Et dans le découpage, dans un sens de transformation et de distribution. C'était ma chambre d'étudiante, c'était la première chambre dans laquelle j'ai tout choisi. J'ai choisi mes meubles, je les ai trouvés dans la rue, mais ils étaient bien à moi. J'ai choisi la couleur de mes draps pour la première fois. Ce n'était pas ma famille qui les choisissait pour moi. Donc, c'est très important pour moi. C'était pour moi très important de façon de transformer ce sentiment de distance avec ce lieu qui n'était plus le mien parce que j'ai dû re-rentrer chez moi dans ma famille. Et j'ai gardé les objets, je les ai transformés en un sentiment qui a été multiplié par centaines. Finalement, tu as gardé l'essentiel, tu as gardé la mémoire et tu as gardé l'âme. Tout à fait. Il y a quelque chose, pour moi, cette œuvre, elle a un esprit d'elle-même et je m'en suis rendu compte après, surtout par la réaction des personnes qui l'ont vue, les grandes rencontres que j'ai faites, dont toi, et aussi parce qu'on m'a offert des textes. Il y a des historiens et des critiques qui m'ont offert des textes parce que la pièce leur parlait, mais aussi juste des passants qui m'ont trouvé sur Internet, m'ont dit « j'ai écrit un texte sur ta pièce » et qui m'ont raconté comment cette pièce les a touchés eux-mêmes, qui ont raconté à la pièce ce que la pièce leur a fait, pas seulement à moi. Et même le titre de la pièce m'a été donné par une historienne qui a passé plusieurs jours après voir la pièce. Elle m'a dit je sens avec cette œuvre que tu as enlevé la troisième dimension de la matière et je la vois comme 2 dimensions et demie. C'est pour ça que cette pièce s'appelle 2 et demi. Le titre a aussi été offert à cette œuvre et il est important que maintenant elle accompagne. Non, elle s'appelle 2 dimensions et demie. Bon, on passe maintenant à une autre installation, une très grande installation de découpage aussi dans sa sage. C'est difficile à prononcer. Alors, ça, c'était où? Où est-ce que tu as fait cette installation? Là, c'est au Pérou. L'installation s'appelle Write Spirit. C'est le write, l'écriture, l'esprit d'écriture. Un peu, ce sont des enveloppes. Donc, il y a des murs qui sont recouverts d'enveloppes. Qui sont résultantes d'une action. C'est une sorte d'action de guérison, on va dire. Quand on a une enveloppe, ce sont des enveloppes qui étaient vides et qui ont été scellées et que après j'ai découpées en 2. Donc toute cette salle qui est remplie tous les murs sont recouverts de milliers d'enveloppes qui ont été déchirées en 2. Chaque enveloppe a été ensuite remplie de confettis de couleurs. Donc, quand on voit les murs de loin, elle faisait 46 mètres de long, ce mur-là en total, et 4 mètres et demi de hauteur. C'était une sorte de texture blanche. Et quand on s'approche le plus possible de cette œuvre, et on prend le temps
si la matière nous appelle, on s'y approche et on découvre qu'elles sont pleines de couleurs, en fait. Et même quand on marchait à travers, ça changeait de couleur parce qu'il y avait des couleurs différentes à l'intérieur. Donc, il y a un objet qui est distant d'un autre, qui est séparé de l'autre, mais qui a été d'une certaine façon guéri et re-rempli par un sentiment ou par ce geste de coloré qui célèbre un peu la matière, encore une fois, donc qui apporte une sorte d'équilibre. Alors, ces installations sont forcément éphémères, mais il reste toujours des traces qui ne sont pas simplement des dérivés, mais des objets à part entière, là, comme on voit là. Ça découle directement de cette installation? Tout à fait. La pièce en anglais s'appelle amount, on traduit ça quantité. Donc, c'est juste une quantité de gestes qui est extraite de tout ce procédé et dont j'ai mis dans une boîte en bois sous verre et dans laquelle on peut sentir presque, c'était vraiment presque comme être à l'intérieur de toute cette salle et de l'installation même, juste avoir une sorte de petit extrait de ce moment. Ici, cette boîte a été présentée pour une exposition précédente. C'était ici aux États-Unis, à Los Angeles. Et le confetti ici, c'est du confetti fait main. J'ai créé une action où j'invitais beaucoup de personnes à découper du papier avec moi. Donc, on découpait pendant des heures. On était très fatigués. Il y avait beaucoup d'efforts. Mais comme c'était tellement coloré, le résultat, on ne le sentait pas. Donc, il y a un peu aussi ce sentiment d'équilibre. Donc, ici, le confetti est fait main. Alors ici, on te voit un peu dans ta cuisine, c'est-à-dire on voit un peu ton procédé de découpage. Est-ce que tu peux nous expliquer ces images? Ce sont des gestes que tu as produits pour une performance, mais c'était une performance personnelle. Il n'y avait que toi qui avait agi. Il y a moi qui agis et quand je fais ces performances, ce sont des performances plus intimes. Ici, ça a vraiment l'air d'une cuisine et c'est l'atelier chez Pennon en fait, mais dans un espace qui est différent que dans lequel je travaillais d'habitude. Donc, c'est mes performances qui sont très intimes. En général, je n'invite pas beaucoup de personnes à participer ni à regarder, juste une ou deux, des personnes qui sont très importantes pour moi. Il y a des objets que j'ai sélectionnés, que j'ai trouvés, qui m'ont trouvé plutôt, qui pour moi ont une charge métaphorique très importante. Comme j'ai passé beaucoup de temps, j'ai voyagé toute ma vie, mais la distance a toujours fait partie de mon histoire. Et à ce moment-là, j'étais à cette époque-là, dans ce sentiment très amoureux de mon amoureux. J'ai passé beaucoup de temps dans la distance. Donc, je voulais guérir ce sentiment de distance qui était incurable. Donc, j'ai créé des potions dans lesquelles je découpais ces objets qui étaient si importants pour moi. Je découpais ces objets parce que je sentais qu'ils avaient une sorte d'envie d'être transmis, autant que moi, j'avais besoin de guérir ça. Donc, je découpe tous ces petits objets, je les mets dans des pots et je crée des potions à ne surtout pas boire. Et pendant ce procédé, je sentais que ce sentiment se guérissait. Elle dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. J'en ai pas fait beaucoup de ces performances. Mais pendant ce geste, c'est très important ce que tu montres ici parce que le sweat rouge que je porte a un des gestes de préparation et je découpe une sorte de cercle, le centre de mon tout, quelque chose que je considère comme mes entrailles, non? J'ai choisi du rouge exprès, mais je trouvais que ce geste-là était tellement fort et m'a complètement envahi pendant cette performance que ce geste a presque tout pris de moi et j'étais tellement touchée par ce geste, j'ai trouvé qu'il débordait de beauté, je me suis dit il faut absolument que je le partage, c'est trop beau pour que je le garde que pour moi. Donc, c'est à partir de... Oui. Tu as justement fait une performance avec d'autres gens auxquels tu as demandé de découper leur pull. J'avais assisté à cette performance et c'est une des particularités de ton travail, c'est l'organisation de ces performances participatives auxquelles peuvent participer une centaine de personnes ou une vingtaine. Enfin, ça dépend des lieux et des occasions. Et tu nous as préparé un condensé de quelques-unes de ces performances auxquelles j'ai assisté pour la plupart. Donc, je vais lancer la vidéo. Je vais couper le son, comme ça tu pourras commenter les images. Voilà. Donc ici, justement,
tout à fait, Maya a tout à fait raison. Et c'est vrai elle est venue voir toutes celles de Paris quand même. Donc ici, j'ai sélectionné 10 personnes qui étaient très importantes pour moi pendant mes études à Paris et j'aurais proposé justement de vivre ce geste. Et quand ils étaient en train de vivre ce geste, j'ai découvert à la fin que l'objet résultant de cette performance, qu'on voit ici au sol, avait aussi une sorte de potentiel de continuité. Donc j'ai commencé à extraire de ma pratique personnelle des gestes que je trouve fascinants et très très beaux ou qui pour moi ont besoin d'être partagés avec d'autres personnes. Donc j'invite des grandes quantités de personnes dans des sessions différentes avec des gens différents et des pays aussi différents à participer et partager des gestes. Et ce qui est très beau dans ce que c'est une bibliothèque que je suis en train de créer, une bibliothèque de gestes dans laquelle elles sont filmées. Donc il y a des films, il y a de la photographie, il y a des objets qui résultent de ces performances et d'ici peu des témoignages. C'est une collection que j'aimerais dans le futur rassembler, dans laquelle on pourra vivre, en fait, être en plein milieu, à l'intérieur de la transformation de l'effort, à travers toutes ces personnes qui entrent comme des participants. Donc tout le monde est invité à partager. Si je vous en dis moins, c'est encore meilleur, parce que comme ça, le travail sera plus unique, en fait, plus pur et plus unique. Et tout le monde est invité à partager. Donc en entrant, on est un participant et en sortant, on devient une sorte de performeur. Mais aussi l'audience est très importante dans ces moments-là, parce que ce geste-là, le silence, mais le son aussi qui nous enveloppe, crée une grande révérence. Donc l'audience participe d'une certaine façon parce qu'on est enveloppé par leur son et leur travail et leur transformation, et ils nous emportent, et nous on les porte aussi en même temps quand on est à l'extérieur de ces moments. Ça, c'était au Collège des Bernardins? Oui. Ouais. On va revenir sur les Bernardins. Attendez, là, je vais voir. Parce qu'il faut que... Non, comment je reviens là? Petite flèche. Voilà. Alors, on reste dans le découpage. Il y a beaucoup de découpes dans la bibliothèque. Oui, oui. Et là, c'est le multiple que tu as fait pour Artaïs. Et on vient aussi à un grand sujet dans ton travail, c'est tout ce qui se passe autour de la couture, parce que tu as un rapport très personnel avec la couture, parce que ta mère est couturière à l'origine, non? Oui, elle est couturière. Et la couture, j'ai grandi avec beaucoup de vêtements faits main, mais j'ai été une petite modèle, surtout quand j'étais enfant pour ma maman, pour beaucoup de vêtements qu'elle faisait. Et la couture, pour moi, est en relation avec le temps et la construction. Donc, elle est très imprégnée dans mon travail depuis le début. Ici, cette œuvre s'appelle Desmedida ou la démesuration. C'est elle fait 9 cm par 7 cm de taille. C'est un des multiples qui a été sélectionné par Artaïs pour leur série de multiples. Une des œuvres qui a été sélectionnée pour la série des multiples. Et j'appelle ce geste un geste de distribution distanciel temporel. Donc, dans ce vinyle transparent, j'ai cousu avec du fil doré un mètre qui a été découpé en petits morceaux, et aussi le début métallique et la fin de l'objet. Donc, dans ce procédé, je trouve qu'un objet qui est censé faire une mesure spatiale, je lui ai ajouté une notion de temporalité qui l'accompagne à l'intérieur de ce petit sac. Et on reste dans la couture avec les pièces suivantes. Je vais faire défiler un peu les images. Après, on va revenir dessus parce que tout ça, ça fait plutôt un ensemble. Voilà. Donc, je reviens sur la première image. Oui. Tout à fait. C'est une série qui a été faite toute pendant à peu près 1 an et demi, toute cette série. Il y a de l'écriture, de la couture, de découpage et quelque chose qui a commencé avec ces bobines qu'on voit ici dans cette petite boîte.
C'était pendant une visite de ma famille, de mes parents qui sont venus me voir. On est allé dans un magasin seconde main, qui est le magasin où je passe la plupart de mon temps ici. Et j'ai vu pour la première fois des bobines de bois. Même ma mère étant couturière, on a passé beaucoup de temps, surtout au Pérou, pendant qu'elle faisait beaucoup de couture. Donc, moi, j'avais vu des bobines en plastique, en métal, même en carton, mais jamais en bois. Donc, elle m'a trouvé assez mignonne d'être si impressionnée et touchée par ces bobines, et elle me les a offertes. Et ils repartent. Et tout d'un coup, j'avais très envie, ou plutôt besoin de raconter l'histoire de ces bobines. Donc, je les ai mises dans une boîte au moment où je les avais. Et ma boîte avait un petit trou, donc comme une sorte d'aiguille. J'ai passé à travers ce petit trou toutes ces fils et j'ai découpé. Et je me suis rendu compte que dans tout ce petit geste, il y avait l'histoire de ces bobines. Donc, j'ai commencé à continuer à découper l'ensemble, ne sachant pas si quelques-unes étaient plus pleines que les autres. Peu à peu, dans cette histoire, elles disparaissent. Chaque couleur disparaît peu à peu selon la quantité de fils qu'elles portent à l'intérieur. Donc, ce sont 120 pages dans lesquelles on peut lire, d'une certaine façon, par les gestes, l'histoire de ces bobines. Et les 120 pages, c'est ce qu'on va au fond, c'est mis sous plastique, hein, ce sont les tout petits bouts que tu as découpés des différentes bobines. Et là, c'est encore une autre pièce dans le même esprit. Mais là, tu joins les fils des bobines et tu les concentres dans un point en hauteur, comme si tu voulais joindre le ciel ou l'éternité avec tes fils qui sont des fils de vie. Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait, c'est beau. Et ce qui est juste de vie, je pense que c'est très juste de dire ça parce que comme chacune de ces bobines qui ont été usées auparavant, elles ont chacune une quantité qui correspond à leur temporalité ou jamais utilisée, mais restée chez quelqu'un pendant très longtemps. Donc, c'est très beau de voir la diversité et la quantité un peu de couleurs, la diversité de couleurs, aussi la quantité de vie qu'elles ont chacune à l'intérieur et comment ce n'est qu'en découvrant qu'elles avaient chacune un cran d'arrêt qui me permettait de créer la tension que je voulais faire pour cette pièce, que c'était impeccable parce que cette tension, je la cherchais. Je ne savais pas comment la réaliser jusqu'à ce que j'ai trouvé le cran d'arrêt. C'était comme si on devait se rencontrer, la matière comme moi. Et celles-ci sont d'autres sœurs de la grande pièce qu'on vient de voir il y a un moment. C'est une sœur de cette pièce par la matière et par le geste aussi qui est à peu près à 1 mètre de hauteur. Les petites boîtes sont à la hauteur de notre regard, donc on ne peut pas vraiment voir quelles sont les couleurs des fils qui habitent à l'intérieur de chacune de ces boîtes. Il faut qu'elles sortent. Donc, il y a un peu ce sens de générosité de la matière qui est très important dans mon travail, comme si les fils ne se donnaient pas, on ne pourrait pas voir ce qui habite dans cette boîte. Voilà, donc il y a... Et donc là, on a une pièce, ce n'est pas des fils, c'est des aiguilles. Tu as écrit un livre avec des aiguilles. Ce sont 50 pages, format A3, de papier journal vierge. Donc assez doux, un peu comme du beurre. Et il y a 15 000 aiguilles qui ont été écrites. Donc c'est comme si chaque mot était une aiguille. Quand on s'approche beaucoup de l'œuvre, on est assez proche de l'œuvre, on peut se rendre compte de comment chaque geste est différent et qu'il y a à peu près 6 ou 7 aiguilles. On ne voit ni la tête, ni les pieds de l'aiguille. J'ai mis beaucoup d'efforts à garder la tête et les pieds des aiguilles derrière pour qu'on puisse uniquement sentir un peu peut-être les gestes, mais aussi, c'est très délicat, mais aussi un peu ce sens de code. Il y a le geste, mais qui crée une sorte de code, une sorte de secret. L'œuvre s'appelle Aigu. On a une sorte de son qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et là, c'est les têtes d'épingles et puis les épingles sont têtes qui sont dans un bocal. Et pour moi, dans cette œuvre, il y a la même chose qui se passe dans le titre. Le titre s'appelle Quilla, K-I-L-L-A. Donc, il y a dans 2 langues différentes. En quechua, une des langues plus parlées dans les Andes, comme je suis sûre vous le savez tous, ça veut dire la lune. Mais en même temps, il y a K-I-L-L qui veut dire tuer en anglais. Donc du coup, pour moi, c'est une sorte de... l'objet se sacrifie, perd un bout en se sacrifiant, en se divisant.
la définition de l'objet prend deux formes complètement différentes. Donc, cette sorte de tête d'épingle prend une forme de lune, mais aussi un peu de cosmos. Et quand on regarde la boîte et on l'a assez proche de nous, on ne pense pas que ce sont des épingles sans tête. On pense tout de suite que ce sont des aiguilles. Donc, elles ont été redéfinies par un geste un peu une sorte de sacrifice et de séparation. Bon, je voudrais revenir à tes installations, très importantes. Ça, c'est une des premières, enfin, c'est la première, je pense, la première installation immersive que tu as faite pendant que tu étais encore aux Beaux-Arts. Et c'était une expérience un peu douloureuse parce que cette installation a été volée par Thomas Saraceno. On a vu, par exemple, ça, on a pu le voir à Toulouse aux Observatoires et au Palais de Tokyo. Et ça ressemble quand même beaucoup à ça et à ça. Ça, c'est ton œuvre. Donc, raconte-nous juste en quelques mots, on ne va pas s'attarder là-dessus, comment ça s'est goupillé, tout ça. Merci beaucoup. Cette œuvre s'appelle Entrée. C'est la première installation que j'ai faite qui est liée à la couture et pour la première fois dans ma vie à ce moment-là, la monumentalité. J'ai commencé cette pièce même avant d'entrer aux Beaux-Arts en 2004. Et cette exposition qui est en Italie, c'est passé en 2006. On a été invités par Pennon, moi et 19 autres étudiants, à exposer dans un petit village, quelques petits villages pas loin de Rome. Et donc, j'ai présenté cette œuvre pendant cette exposition où j'ai découvert, parce que les passants qui parlaient italien, c'est que surtout des petites mamies villageoises qui entraient et disaient c'est un sac. Et ce n'était pas le sentiment que je cherchais. Donc, je leur demandais de m'apporter des sacs plastiques de chez elles. Et quand tous les gens italiens entraient dans le sac, ils allaient uniquement en dessous de la zone où il y avait des sacs italiens. Donc, j'ai compris que cette œuvre avait un potentiel itinérant qu'il fallait que je continue. Donc, ce qui était très difficile pour moi quand j'ai vu l'œuvre, ça c'est à Chicago, donc je vais vivre à Chicago et pendant que je suis ici pendant un semestre, je crée le sac plastique de Chicago. Mais ici, je l'attache en général avec des sacs, avec des fils. Et là, ici, il fait froid l'hiver, donc du coup, l'air de l'immeuble dans lequel est cette galerie est entré et la pièce, elle s'est gonflée toute seule. C'est assez fascinant. Donc, j'ai décidé, pendant cette exposition en Italie, qu'il fallait que cette pièce soit itinérante et qu'elle voyage d'un pays à l'autre. Et c'est ça qui était un peu difficile quand j'ai découvert la pièce de Thomas, qui a été créée un an après la mienne. La sienne est un ballon. C'est un ballon itinérant qui va de pays en pays, que tout le monde peut ajouter des sacs pour que ce ballon grandisse. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, qu'en 2014, qu'il commence à atterrir cette œuvre et tout d'un coup, les deux œuvres s'assimilent un peu trop de loin. Donc du coup, c'était assez difficile. Elles sont très différentes parce que moi, ce que je voulais créer, c'était un ensemble de sacs plastiques de lieux différents. Pennon l'a appelé mon placenta social. Et quand on entre dans plusieurs différentes, c'est seulement dans la nôtre, dans celle qui appartient à notre lieu d'origine, le pays dans lequel on habite, qu'on se sent chez soi, vu que toutes les matières, que toutes les marques nous habitent dans nos maisons où on les porte. Donc, du coup, on se sent chez soi. Et les autres sont que des sacs ou des matières, mais la nôtre, c'est un sentiment très différent. Donc, je voulais créer ce contraste-là, peut-être dans le temps et dans le futur, mais d'autres pièces sont venues à moi et du coup, j'ai créé d'autres. Et je ne me suis pas focalisée uniquement dans cette Voilà. On arrive à une autre magnifique installation que tu avais faite au Collège des Bernardins il y a 2 ans et demi, 3 ans. Le temps passe très vite. Donc, c'était une œuvre en devenir, c'était un work in progress que tu as fait pendant un mois, je crois, que tu as monté cette installation avec tes patrons de couture. Encore, on revient à la couture. Ici, des patrons, pour moi, c'était comme je voyage beaucoup, le lieu où je mets mes vêtements, c'est ma maison. Donc, du coup, c'est là où mes couleurs j'habite. Et le patron est comme une sorte de plan, un plan de nos couleurs, non? Et c'est une œuvre que j'ai réalisée, elle était en contraste avec le travail d'un artiste qui s'appelle Alban de Nuit, que nous avons perdu pendant les attaques terroristes au Bataclan. Lui, il travaillait les standards de mesure qui sont autour de nous. Il crée une poésie de ces standards dans la mesure. Et moi, je voulais créer une réponse avec un geste de démesure.
Donc, il y a le mot desmedida en espagnol, ça peut dire démesure, démesuration ou l'immesurable. Donc ici, chaque unité de patron de vêtements a été répartie par taille. Donc elles ont perdu la possibilité de mesurer un vêtement et du coup ajouter à l'ensemble. Et comme on le fait pour les vêtements, pour pouvoir créer une découpe, on l'ajoute avec des épingles. Toute la structure a été uniquement attachée avec des épingles et sous le regard des visiteurs et des passants qui venaient et voyaient comment cette œuvre grandissait. Elle a atteint 15 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur et 4 mètres et demi de hauteur. Et on l'a tiré peu à peu pendant que j'avançais. Ce qui est très beau ici à gauche, si vous voyez bien les couleurs et les textures, bon, la photographe Lordani est justement une des participantes en ce moment qui écoute la photographie. Ce sont ce qui était fascinant parce que moi je ne savais pas ce que contenaient ces grandes quantités de patrons que j'ai apportés, que mon mari m'a gentiment dit que j'ai collectionné. C'est que il y en avait qui étaient vraiment très très anciens, qui avaient beaucoup d'années de vie. Donc, du coup, les couleurs dépendaient de chaque papier, dépendaient du temps qu'ils avaient été abandonnés ou qui en attente d'être transformés ou de prendre forme, mais aussi des marques, non, le temps et les marques. Et du coup, ça lui donnait une sorte de sentiment très, très historique à la matière. Et les gens qui venaient me lisaient l'œuvre, venaient me disaient, regardez, ceci est une jupe, ceci est un bras, cette flèche et ceci. Donc, les personnes qui entraient, qui connaissaient cette matière et la reconnaissaient, me racontaient l'œuvre. Vous pouvez lire même les prénoms des personnes. Parce que, Jeanne ou Géraldine, à 8 ans, voilà, ils trouvaient les prénoms des personnes parce que c'est une matière qui attire beaucoup à l'approche, hein, dans laquelle on se sent très, très proche, très chaleureuse. Bon, là, on va passer à des œuvres plus récentes. Il faut avancer parce que le temps passe très vite. Ça, c'est une installation que tu as réalisée pour l'exposition Jeune Création de l'année dernière à la Galerie Ropac. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tissu, mais ce sont des papiers de soie que tu as cousus avec des fils d'or. J'ai commencé à travailler sur ça. C'est un grand projet, grand, je veux dire, dans le temps et qui va me prendre beaucoup de temps. Je fais ou des patchworks ou à travers des actions, des objets, des films, mais aussi des installations. Je travaille un peu la potentialité de cette matière et de sa symbolique et des formes qu'elle peut prendre. C'est une sorte de rencontre pour moi de la matière et de moi. Pour moi, le papier de soie, il a tellement de délicatesse, de fragilité, et il fane si vite. Le temps l'impacte si rapidement que je trouve qu'il m'impacte de la même façon. Donc, c'est quelque chose de très fragile qu'il faut travailler pour pouvoir construire avec. Il faut absolument que je froisse le papier, que je détruise les fibres à l'intérieur pour qu'il puisse être suffisamment fort pour être attaché en ensemble. Donc, du coup, je les couds ensemble et c'est du temps, c'est du temps un peu qui peut être calculé par unité de couleur. C'est moi qui choisis les palettes selon le moment où je vais créer l'œuvre. La palette répond à le patchwork a une palette de couleurs qui répond à ma sensibilité du moment. Et alors, qu'est-ce qu'on voit là à droite? Est-ce que ça, c'est en fait, c'est le même patchwork, mais ramassé dans un petit cube? C'est le même, c'est du patchwork, il manque une unité. Oui. Donc ici, Oui, dans la photo, à gauche. Là. Ouais. Il manque une seule unité. Ouais. Du coup, comme des unités temporelles, qu'en les retirant, dans chaque patchwork, je retire des unités, j'extrais des moments et je les mets dans des boîtes à part. Donc, si on veut la retrouver, voilà, exactement. Si on veut la trouver, on peut le localiser par la couleur de la déchirure. Et comme c'est cousu au fil d'or, du coup, doré, ça élève un peu une matière qui est si simple. Donc, ce qui est important aussi dans tout ce projet, c'est que je travaille sur des formulations multiples. C'est ce qui me permet, sur des formulations multiples. Dans quelques patchworks, j'enlève 4 unités. Dans celui-ci, j'en ai enlevé une et je continue et la matière va continuer à évoluer. Et alors, pour souligner que ce n'est pas seulement les matières, mais aussi surtout les couleurs qui t'intéressent, qui te motivent dans ton travail, il y a ces palettes qui ne sont pas des palettes, mais ce sont des... Explique-nous ce que c'est. Ce sont des palettes de gestes, comme pour préparer, qui fait partie du projet justement.
Pour préparer cette matière, il faut absolument que je froisse le papier de soie. Donc ici, j'ai créé des ensembles de 14 papiers de soie, de couleurs de papier de soie différentes. Et je leur ai ajouté des milligrammes de seconde, un moment que nous avons vécu ensemble. Et du coup, ce geste-là, après de le mettre dans l'eau, ici c'était dans l'océan, en Écosse, j'ai créé une palette des gestes que j'ai mis sur chacun de ces papiers. Et c'est comme ça que j'explore justement tout ce procédé et cette matière avec des formules différentes, comme celle-ci, qui au fond, dans l'idéal, après toutes ces pièces, j'aimerais qu'elles se retrouvent. Il me semble que si je fais un peu un miroir de ce que tu as dit au début par rapport à une pièce qui peut vivre entièrement d'elle-même, même si elle est extraite d'un total, non? Donc, du coup, c'est un grand projet, mais chaque unité de ce projet peut vivre par elle-même. Donc, celles-ci, ce sont des palettes de gestes qui font partie du grand projet avec les papiers de soie. Et là, on vient, je crois, ça c'est la période du confinement que tu as vécu à Lima, dans le garage de tes parents que tu as transformé en atelier. On a pu voir ça dans la vidéo que tu nous avais envoyée pour Artaïs. Oui. Et là, c'est encore un autre travail, c'est de l'écriture cachée Oui. dans des rouleaux. Oui. C'est une pratique que je fais. J'avance toujours plusieurs projets en même temps. Donc, celle-ci, c'est un des projets que je faisais même avant d'entrer aux Beaux-Arts sur du papier craft, parce que j'ai grandi avec. Ma mère enveloppait beaucoup de choses avec du papier craft. Donc, je raconte dans ces papiers craft des histoires, des lamentations, surtout la nuit. Elles sont surtout nocturnes. Et je pleure très souvent. Donc, l'œuvre s'appelle Chillona. Et Chillona au Pérou, ça peut être une personne pleureuse, mais en même temps une couleur fluorescente. Donc, j'enveloppe ces histoires avec des fils élastiques ou pas, de couleurs fluorescentes, qui dépendent du lieu dans lequel je les ai écrits. Donc là, c'était au Pérou. Et cette pièce qui est à droite, celle-ci a été présentée pendant un concours d'art contemporain cette année qui vient de passer. Et c'est Chillona qui est aussi une des formulations. Donc, la pièce antérieure et celle-ci sont deux pièces sur lesquelles je travaille en ce moment, que je développe en même temps, qui ont justement des formes de formulation qui sont très différentes, dans lesquelles j'explore des tailles différentes. J'ai des tiges qui sont très très longues, plus courtes, des papiers qui sont géants et plus courts. Si tu veux, je peux te montrer un petit peu tout à l'heure ici. Je les ai juste à ma droite et à ma gauche ici dans mon atelier. Et du coup, Chillona, elle raconte des histoires qui sont cachées, enveloppées, mais un peu dans un sens comme personne ne connaît toutes nos histoires ou tout notre passé. Donc, c'est un peu comme des objets qui sont chargés de ce qu'on ne connaît pas, mais qui nous remplit, qui nous construit, non? Quelque chose qui nous définit. Donc, et on peut voir en haut sur le papier que un peu les histoires parfois sont tellement denses que le papier a du mal à les garder et du coup l'encre traverse. Non? Elles sont tellement lourdes parfois que l'histoire traverse le papier. Donc il y a aussi un peu cette idée-là. Bon, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on aura l'occasion de parler avec toi. Donc, on est toujours 27, c'est superbe. Alors, est-ce qu'il y a des questions des participants?